général. Mais il n'est même pas général Sakodo. C'est un rebelle qui s'est transformé en bandit, qui a été financé par Kadhafi pour déstabiliser un certain nombre de régions. C'est même, semble-t-il, un Tchadio centrafricain, parce qu'il y a les deux origines. Hein. C'est un mécanicien qui est à Bangui, qui a des parents également au Tchad, et qui fait partie, ce sont des gens qui... Non, vous savez, il vient de le dire, la Centrafrique, c'est un non-État. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que en Centrafrique, la personne qu'on regrette, c'est Bokassa. Tout à fait. Si vous allez à Bangui, on va vous dire que vraiment, quand Bokassa était là, le pays était bien. Et vous voyez jusqu'à ce niveau-là. Je me souviens, j'étais allé à Bangui, notamment pour ce de Bokassa, mais également j'y ai beaucoup d'amis. Et à l'époque, j'avais vu un de mes amis qui était président de l'Observatoire des droits de l'homme, qui me dirait que la Centrafrique, vraiment, c'est le centre de tous les problèmes du monde entier qui sont venus à l'intérieur de ce non-État. Où je peux vous assurer que quand vous allez en Centrafrique... Mais personne n'est-il pas un peu exagéré de dire que la Centrafrique est un non-État? Est-ce que ce n'est pas exagéré de la manière avec laquelle on peut le prendre au sens premier du terme? Non, mais, franchement, quelle structure il y a? Quels sont les gens qui ont des fonctions? Moi, je me souviens à l'époque quand j'ai défendu Sani Yalo, qui était l'un des financiers de Bozizé dans l'affaire de... appelle ça Zango? Zango. Et on achetait du pétrole au Cameroun et on revendait ce pétrole au fils de Mobutu. Puisque entre le Zaïre, le Guadeloupe et la Centrafrique, vous traversez juste le fleuve. Donc c'est juste à côté. Et qu'on faisait un trafic énorme avec... C'est un pays où vous pouvez sortir avec le diamant sans payer, machin. Et les chefs rebelles sont devenus directeurs de douane, colonels. C'est-à-dire c'est un pays... Vous vous rendez compte que du jour au lendemain, un gars qui est au quartier, qui était mécanicien, un autre cuisinier, se trouve être colonel, capitaine, général. Ça n'a aucun sens comme pays. Et en définitive, les intellectuels sont pillés. Je donne par exemple un exemple. Et lui, le sait, Changai, qui était Premier ministre, c'est un ami. Il a été l'avocat de Bozizé. Bozizé a bombardé sa maison. Et quand on bombarde votre maison, on a déchiré les originaux de ses diplômes. Il est aujourd'hui à Orléans, réfugié. Donc c'est un pays vraiment où il y a une haine terrible, où chacun, quand il arrive, vous avez un État où le chef d'État se met à vendre les mines de diamants, il vend à plusieurs personnes. Et chaque personne lui donne 200, 300, 400 millions. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays. C'est un non-État. Ça, il faut le dire. Et quand ces gens-là viennent dans le front, au niveau de... Alors, quand vous dites que le Cameroun n'aide pas, je dis non. Le Cameroun a même donné de l'argent en numéraire. Le Cameroun a même donné ses soldats qui forment la force la plus importante actuellement à l'intérieur. Quand vous dites que les pays de la CEMAC n'ont pas aidé cet État, ils ont aidé, mais l'arrivée de Diotodia, qui est avec des Soudanais, Diotodia c'était qui? Il était un obscur consul adjoint dans une ville inconnue du Sud-Soudan et qui se retrouve chef d'État. Quand il est arrivé, il m'a dit, mais vraiment, je ne savais pas que c'était difficile comme ça de diriger un pays. Vraiment, je veux laisser cette chose. Et donc le Cameroun devrait se méfier pratiquement. Le Cameroun, effectivement, et il l'a dit, nous avons actuellement deux fronts. Le front le plus important, c'est le front de l'extrême nord. L'autre front n'a pas été ignoré. Les éléments du BIR ont été envoyés, mais ils ne sont pas en très grand nombre. Parce qu'il fallait déjà aller à l'extrême nord pour pouvoir... parce que Boko Haram rentrait. Le Nigeria avait abandonné quasiment une partie, cet État du Bornéo, qui était... Vous savez, Maïdougouri faisait partie du Cameroun avant. Ce sont nos frères qui sont à l'intérieur, qui parlent le même langage que nous. Et nous avons donc énormément de difficultés. Et ça demande énormément d'argent. Et je dis que si ce problème-là est de nature à faire en sorte que nous n'atteignions pas l'émergence, ça c'est un problème d'une extrême gravité. Et cette guerre-là, avec les réfugiés, qui dépassent déjà... on est à 300 000 réfugiés. 300 000. Les sommes qu'il faudrait au Cameroun dépassent plusieurs centaines de milliards. Et on ne pourra pas le supporter. Et il faudrait que l'ONU, les institutions financières internationales, remettent beaucoup d'argent au Cameroun, qui ne peut pas être le centre de toute la misère de l'Afrique centrale. Très bien. Alors, Maître Célestin Kengoume, est-ce que la presse a jusqu'ici
bien permis de comprendre ce qui se passe à l'Est du Cameroun, hormis ces enlèvements qui ont suscité quand même des articles et tout cela. On a appris qu'il faudrait désormais avoir beaucoup plus peur de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Et pourtant, la menace semblait être bien grande depuis quelques mois. Ben oui, quand vous avez le feu qui brûle chez le voisin, vous ne pouvez plus rester, vous n'êtes plus en sécurité. Vous allez être atteint par les flammes de cet incendie. Comme l'a si bien dit Maître Pensy, la Centrafrique est un non-État. Cette expression a tout son sens, parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un État. Un État a 3 composantes. Il y a d'abord un territoire. Alors, le territoire, c'est quoi? C'est l'unicité d'un espace géographique. Et nous avons, en deuxième lieu, la population. Vous devez avoir une espèce d'homogénéité dans la composition de la population. Alors, aujourd'hui, vous avez des Tchadiens qui sont comme des Centrafricains. Vous avez des Centrafricains qui se comportent comme des Camerounais. Donc, il y en a qui ne se réclament plus d'un État véritable. Et troisièmement, il faut un gouvernement, une organisation administrative. L'organisation administrative, c'est quoi? C'est un chef d'État ou un Premier ministre, une gestion. Aujourd'hui, ceux qui sont à Bangui n'ont pas le contrôle, ne maîtrisent pas le territoire. Ils ne maîtrisent pas l'espace géographique autour d'eux. À partir de ce moment, on peut parler d'un non-État. Alors, quand vous avez donc un voisin comme celui-là, c'est un voisin qui est nécessairement nuisible. Donc, vous aurez des problèmes à vos frontières. Et moi, je déplore un peu ce que notre ami vient de dire, notre compatriote venu du Congo. Tout à l'heure, il a parlé d'un terroriste centrafricain qui disait qu'il va s'aimer le chaos en Centrafrique. Il ne faut pas quitter son nom. Et après, qu'il viendra au Cameroun. Alors, quand vous connaissez un nom de quelqu'un qui peut être un danger pour votre pays, il faut en parler. Mais dites-le à haute voix pour protéger les vôtres. Parce que ce monsieur peut se retrouver au moment où nous parlons en Ngaoundal. Et les gens nous écoutent de Ngaoundal. Qu'on l'identifie, qu'on donne le maximum d'informations sur lui. Faites poser des actes patriotiques. Et ce n'est pas la délation. Ce n'est pas de la délation. Et à contrario, vous dites que nos services de renseignement ne font pas bien leur travail. Permettez-moi de vous le dire, si je suis au pouvoir, un étranger vient dans mon pays tenir de tels propos, il aura vraiment des problèmes. Il n'est pas étranger. Non, je le dis pour lui qui sort du Congo. Parce que s'il a tenu de tels propos au Congo, ce ne serait pas surprenant que les autorités congolaises réagissent assez énergiquement. Bon, aller jusqu'à braquer le chez lui, non, c'est excessif. Donc je disais que nous avons un véritable problème à nos frontières, dans la partie septentrionale, dans la partie orientale. Et c'est un problème qui va vraiment obérer les économies nationales, puisque nous avons des relations multilatérales avec toutes ces régions, avec le Nigeria, avec le Tchad et avec la Centrafrique. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'au moment où nous parlons, il y a plus de Centrafricains à l'est de notre pays que de Camerounais sur leur propre territoire. Alors vous voyez le problème que cela pose. Et avec ces réfugiés, nous avons également des terroristes. Moi, je les appelle terroristes, on les appelle rebelles. Pour moi, ce sont des terroristes qui s'y sont infiltrés et qui peuvent à tout moment créer une situation d'insécurité aggravée au point de nous couper cette partie du territoire du reste du pays. Donc, il faut que nous soyons vigilants, mais surtout, il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Et je profite de l'occasion pour rebondir sur ce qu'un leader politique avait dit sur votre plateau. Je pense qu'il y a 2 semaines, il s'agit du docteur Edouard Fauchivet, qui avait interpellé les Camerounais en disant, au lieu d'envoyer des motions de soutien, que chacun pense envoyer un pack d'eau et quelque chose. Alors, je saisis dans cette occasion pour lancer une invitation à nos hommes, à nos hommes d'affaires et tout ce monde, qu'on ouvre un compte bancaire ou qu'on ouvre des comptes bancaires et qu'on interpelle tous les Camerounais pour contribuer à l'effort de guerre. Parce que nous sommes vraiment en guerre en ce moment. Pendant que nous circulons à Douala tranquillement, il y a une insécurité très grave dans la partie septentrionale
Et l'onde de choc de ce qui se passe là-bas, si ça nous atteint, je vous assure, Sandrine, vous ne pourrez plus venir au travail. Donc c'est une affaire nationale où nous devons tous nous mobiliser. Pour laquelle il faut se mobiliser. Nous, pas on doit se mobiliser, nous devons nous mobiliser pour défendre, pour renflouer les caisses de nos forces de défense afin de protéger notre territoire, nourrir nos troupes qui sont là-bas en train de lutter pour notre cause à nous tous et permettre aussi à nos frères de l'extrême nord qui aujourd'hui sont des fugitifs dans leur propre pays, d'avoir de quoi vivre et se nourrir. Parce que leurs moyens ne leur permettront pas de le faire. Très bien. Puisque vous parlez de l'extrême nord, la presse a aussi relayé cette cache d'armes, ces armes qui ont été découvertes dans une villa, pratiquement à Kousseri. Comment il est possible de comprendre ça lorsque, d'un côté, on appelle à la mobilisation pour suivre l'idée de maître Célestin Kengou, mais que de l'autre côté, il y a des mitraillettes, des fusils, des pistolets automatiques qui se retrouvent dans une villa. Kaminele. Mais il faut dire que la presse s'est effectivement émue de la découverte de ce véritable arsenal dans une villa dans la ville de Kousseri. Mais une ville, il faut le dire, aussi qui est très très sécurisée parce que les gens ont les yeux ouverts depuis justement cette attaque d'individus armés qui étaient venus libérer un individu arrêté au niveau de Dabanga avec des munitions dans sa voiture qui avait été conduit à la brigade de gendarmerie territoriale de gendarmerie de Kousseri. Donc depuis cette époque-là, je peux vous dire que les gens à Kousseri sont sur les dents. Et les forces de défense ont pu mettre la main justement sur cette villa, sur la dénonciation des populations qui ont dit que dans cette villa-là, il y a une circulation qu'on ne comprend pas. On ne sait pas qui habite exactement cette villa. Et les forces de l'ordre s'y sont rendues et ont découvert des mitraillettes, des mitrailleuses, des kalachnikovs, des munitions, des lance-roquettes et des roquettes même. Ce qui fait que c'est un arsenal assez important qui a été découvert grâce justement à la population. La presse évidemment s'est saisie de cette information assez satisfaisante pour relever justement cet exploit des forces de l'ordre, mais pour informer aussi, donner l'information que le propriétaire de cette maison a été arrêté. On l'a présenté peut-être un peu trop tôt comme l'un des chefs de Boko Haram, mais toujours dit que c'était lui qui était le locataire de cette maison et c'est une bonne chose qu'on ait pu mettre la main sur ces armes à Kousseri. Mais toujours est-il que je peux vous le dire, à Kousseri, il y a une sécurité qui est sérieusement renforcée, parce que je peux vous le dire, moi-même, je suis à Kousseri, les motos ne circulent plus à partir de 20h. À partir de 23h, aucune voiture ne circule. J'ai débarqué à Kousseri il y a 2 mois, à 1h du matin, j'ai été obligé de marcher à pied. Et cette nuit-là, je suis arrivé en plein délestage. Marcher à pied à travers la ville pour traverser la ville de Parampa. Donc, Kousseri, une cache d'armes a été découverte, mais c'est réconfortant parce qu'on voit que non seulement les forces de l'ordre sont sur la brèche, mais les populations, elles, ne dorment que d'un œil. Alors, de quoi cela peut-il participer au moment où il y a quelques semaines, lorsqu'on parlait de rébellion interne qui se cacherait peut-être dans le septentrion du pays et qu'une cache d'armes soit découverte aujourd'hui, cela peut prêter à confusion, Maître Emmanuel Pensé? Non, moi ça ne prête pas à confusion. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que le plus important, c'est le renseignement militaire. Et je dois vous dire, par exemple, dans un pays comme Israël, le budget du renseignement militaire est supérieur à celui du budget de l'armée. Donc le renseignement, c'est un élément fondamental dans le cadre de la défense de la nation. Ce qui vient de se passer avec l'arrestation de ce monsieur, qui est un chef bandit. On peut dire c'est un chef bandit, parce que vous appelez les rebelles, mais c'est un chef bandit. Et ils ne servent pas seulement de ça pour attaquer disons l'armée, mais ils rançonnent également la population. Quand vous faites des enlèvements, c'est pour demander de l'argent. Donc des gens vivent comme ça, et ils sont là, et les Camerounais du Nord, et c'est en cela qu'il ne faut pas les mélanger tous, ont été suffisamment patriotes au niveau de Kousseri pour pouvoir arriver à dénoncer cette personne.